Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci d'être là, bonsoir le public, tu es très beau, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le chat, comment tu vas? Ça fait plaisir de vous retrouver après la semaine de pause de la semaine dernière parce que c'était férié tout ça. Très content de vous retrouver pour cette émission de Backseat, on va passer 2h30 ensemble comme chaque jeudi soir. Dans cette émission politique, on va passer en revue les sujets de la semaine avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. On va recevoir notre invité de la semaine, il s'agira d'Ultia, que je remercie à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Et en deuxième partie d'émission, après le quiz à la con, nous aurons notre invité politique de la semaine, Christophe Castaner, qui nous rejoindra à partir de 21h. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'être avec de très beaux et de très belles chroniqueurs et chroniqueuses. On va commencer par toi, Gaspard. Salut Gaspard, comment tu vas? Salut à tous les trois, salut Jean. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Tu m'as dit que tu te levais à 6h30 demain. Non, je me lève encore plus tôt, je crois 2h30, 3h, quelque chose comme ça. Pourquoi? Pour un tournage, ça n'a aucun sens. Donc tu pars en tournage, un lendemain de Backseat. Non, mais C'est quoi comme tournage en pleine nuit? C'est un truc, je fais le tour d'usine en France pour la BPI. La Banque publique d'investissement, qui te fait faire le tour des usines. Voilà, mission, exactement. en fait. Mais c'est bien, c'est un contrat d'engagement, il faut travailler, Gaspard. Bon. Exactement. Non, mais ça va être super intéressant, mais 2h, enfin, c'est trop tôt, quoi. Voilà. Non. Tour des usines de France. Lendemain de Backseat. Ouais, donc j'ai pas pris de. Il n'y en a pas beaucoup si tu fais ça en une demi-journée. Non, je fais ça, pas toutes les usines de France. Non, mais dans la semaine, comme ça, on va parcourir un peu tout ça. Tu vas voir des ouvriers en vrai. Ouais. Avec quand même. Hein. avec nous aussi Léa. Salut Léa. Bonsoir. Est-ce que ça va toi? Très très bien, merci. Content de t'accueillir à nouveau. Tout se passe bien pour toi en ce moment? Ouais, nickel. Bah là, avec le MeToo politique, on en parlera. Ah, on va en parler. Il se passe des choses, ouais. Il se passe des choses et ça c'est cool. Bonjour à toi aussi Usul, comment ça va? Bonjour. T'as vu, on n'a pas commencé par toi cette semaine. Eh oui, c'est très bien. Non, mais Ouais, oui. d'ailleurs, tu fais pas la gueule? Non, moi ça va. Oh, j'ai ça senti va. un peu de. Non mais commencez pas. Bah, quoi? Non, mais parce J'ai que. senti que t'étais un peu vexé qu'il ait commencé par Gaspard. Mais non. Ouais, en fait, il y a tout le monde qui m'a cassé les couilles sur ce soir, il y a Castaner, Bouffleux et tout, tu vois. Donc là, C'est j'arrive. vrai que j'ai encore vu les gens en mode ouais j'espère qu'Usul va le fumer, etc. Ouais, c'est ça. Toi tu vois ça comment quand tu vois ça? Surtout moi ça me gonfle, mais toi tu le vois comment toi? Bah, moi, mon boulot, c'est de poser des questions, c'est pas d'être. Voilà, moi, je suis pas Philippe Poutou, tu vois. Je suis pas là, j'ai pas genre 5 minutes pour dire alors toi, t'es nul, toi, on t'emmerde, toi, les affaires, tout ça. Je suis pas là pour ça, je suis pas payé pour ça, pour faire des tribunes, être le porte-parole de je sais pas quoi. Là, je suis juste là pour poser des questions, donc on va poser des questions, y compris les questions que je me pose. Ouais. On va revenir sur la question du maintien de l'ordre au moment des Gilets jaunes, c'est évident, mais on va pas parler que de ça. Il a Mais d'ailleurs annulé. tu sais qu'il y a un journaliste qui m'avait demandé comment les politiques ils se sentent sur votre plateau, ils appréhendent pas trop, etc. Et moi je dois dire que pour le coup j'en parle avec les politiques après qui viennent sur Backseat, qui me disent tous, en fait les politiques, faut bien comprendre un truc, c'est qu'ils adorent quand on parle des sujets qui fâchent. Les gens, ils font pas de la politique pour rien. Hein. Quand c'est clivant, quand il y a un problème, c'est ces sujets-là qu'ils veulent adresser. Les questions lénifiantes, dans l'absolu, quelles sont vos propositions en matière de jeunesse? Ça les fait chier. Ils préfèrent quand on parle concret, y compris des sujets qui fâchent. Les mecs et les nanas font pas de la politique pour rien. Moi, j'en ai vu esquiver, y compris sur ce plateau. Hein. Alors, il y en a qui esquivent, mais tu Je sens ne qu'ils sont quand même donnerai contents pas qu'on de ait nom. abordé. Donc nous, on fait ce qu'on peut, mais bon, quand ils esquivent, il y a un moment, on passe à la suite. Chers amis, cher public, j'ai une annonce à te faire, une nouvelle. À vous annoncer, je vous rappelle que cette émission Backseat, elle a été financée en partie par un financement participatif qui a eu lieu au cours du mois de juillet dernier. Et depuis le mois de juillet, on a réussi à obtenir à peu près 50% du budget total pour l'émission sur un an. Vous avez été nombreuses et nombreux à découvrir l'émission après, ou alors à pas avoir eu l'occasion de soutenir à l'époque. Et vous m'avez demandé comment on fait pour aider Backseat, comment on fait pour soutenir Backseat. Et bien, j'ai le grand plaisir de vous annoncer ce soir que nous lançons, à la minute là, nous lançons un nouveau financement participatif via la plateforme Utip, qui va vous permettre de participer au financement de cette émission. Regardez-moi ce beau visuel qui a été fait sur la page Utip. C'est PMF, on le remercie. Sur cette page Utip, vous allez pouvoir faire un don du montant de votre choix et je vous en remercie par avance, quel que soit le montant. Sachez que vous avez aussi un shop qui vous permet d'acheter un t-shirt spécial Backseat, t-shirt de Noël, je le précise, On peut le voir. avec un design spécial Noël. C'est une série limitée qui ne sera en vente que pendant un mois. Donc si vous voulez cartonner sur Tinder, foncez quoi. Donc voilà, très beau t-shirt que vous pouvez acheter. Et sinon, quand vous faites un don, vous pouvez faire un don régulier chaque mois. Et ça, c'est le mieux parce que ça nous permet d'avoir de la prévisibilité. Mais vous pouvez aussi faire un don qui vous permet de venir assister à l'émission ici en public, parce que je vous rappelle que le public physiquement présent sur le plateau est composé de personnes qui ont soutenu l'émission, donc soit au mois de juillet dernier, soit du coup grâce à cette page Utip. Donc vous faites point d'exclamation Utip dans le chat ou point d'exclamation shop et vous aurez les liens qui vous emmènent vers cette page Utip. Et merci par avance à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui participeront au financement de cette
cette émission. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de financement, on va avoir d'ici à Noël les premiers partenariats d'annonceurs qui vont nous aider aussi à financer cette belle émission. Donc voilà, merci par avance, des gros bisous. Et voilà, ça c'est fait pour l'annonce Utip. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié des trucs? Non, Moi, c'est bon. il n'y a pas un visuel du t-shirt? Est-ce que tu veux que j'aille le choper? Bah Attends. oui, quand même. Ah ouais. C'est intéressant. Ouais. Est-ce que c'est genre comme Et- les pulls moches de Noël Ouais, là, on va être sincère avec le t-shirt par contre. Oui, par contre, oui. C'est dégueulasse, on va le dire. Moi je pense que c'est un peu Euh, dégueulasse quand même. Bah, déjà, un t-shirt de Noël, c'est de base dégueulasse. Ah, mais on peut dire que c'est le concept aussi. C'est un peu le concept des Ouais, il pulls faut que ce ricains, soit hyper chum. Mhm. Non mais continuez à meubler parce que là ça rame. Ça rame. Alors, quelle couleur le Est-ce que t-shirt vous pouvez nous envoyer la DSL aussi, s'il vous plaît? Ce serait sympa. Financez la DSL pour Backseat. Alors, attendez. Il n'est pas impossible que vous soyez trop nombreux et que du coup le site est en train de planter. Hein. Genre c'est vraiment pas impossible. Ah, oh, Du shit. coup j'arrive pas à afficher le t-shirt. C'est con parce qu'il est beau. Hein. Bon, bah, Voilà, donc là, c'est le moment de solitude du présentateur, au moment où ça rame. Bon, c'est Et on pas peut grave, bien y on va faire. Vous passer à savez autre quoi, on va chose. passer à la suite. Hein. Sans plus attendre, on va passer au sujet de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Les sujets de la semaine. Oh, regarde le beau t-shirt. Ça y est, c'est non, bon. non, vraiment ça rame. Hein. Non, si c'est bon. Attends, t'as dû recliquer à un autre endroit, ça va re-ramer. Accepter les cookies. Ouais. Oh putain, le PC qui rame. Mais j'ai Ah, pas voilà. fait la mise à jour. Oh là, non, mais il y a rien qui Bon. va. mais Eh, vous ça- savez quoi Vous savez quoi Mais non, je peux pas accepter les cookies là. Bon, vas-y, c'est bon, vas-y, c'est bon, tu peux montrer. Voilà, regardez. Oh, qu'il est beau le t-shirt, Ah ouais. incroyable. Ah, mais il est beau en fait. Mais oui, il est beau. T'as vu Backseat spécial Noël, tout ça, Ça avec des petits va. Ah, rêves. mais vous êtes complètement passé à côté du concept du t-shirt de Noël en fait. Mais attends, c'est exactement un t-shirt de Noël. Tu voulais Oui, que ce mais soit les quoi t-shirts de Noël, ils sont moches, on a dit. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Ah. Eh ben, t'en porteras Il un est quand vraiment même. beau. Ah ouais. Donc voilà, achetez-le. Je vous rappelle que l'achat du t-shirt permet d'abord de financer l'émission. Hein. Grave stylé. Merci. Enfin, c'est surtout une récompense pour vous, pour les 25 € que vous donnez et qui nous permettront de financer l'émission. Donc voilà, profitez-en. Merci Très à vous. stylé. Du coup, pour les sujets de la semaine, chers amis, il y a plusieurs sujets qu'on voulait aborder ensemble dans l'actualité politique. Le premier sujet, c'est cette tribune et ce mouvement qui est lancé par plusieurs responsables politiques qui s'appelle MeToo Politique. Nous avons eu du coup une tribune publiée dans le journal Le Monde, signée par à peu près 300 femmes politiques, collaboratrices, universitaires, issues de l'ensemble de la gauche pour l'essentiel d'entre elles, qui appellent à écarter les candidatures des personnes visées par des accusations de harcèlement et de violences sexuelles et sexistes. Et dans la foulée, les signataires de cette tribune ont lancé un site internet qui s'appelle metoopolitique.fr, sur lequel il y a un espace de témoignage pour les femmes qui souhaitent témoigner, un espace de signature de la pétition et un espace aussi d'engagement pour les partis politiques qui veulent s'inscrire dans cette démarche. Et donc voilà, les femmes qui signent cette tribune explique que le monde politique est lui aussi gangréné comme d'autres pontes l'ont été par le passé, le monde des médias et du cinéma. On se souvient aux États-Unis le mouvement MeToo, en France aussi un certain nombre de milieux professionnels et médiatiques ou culturels ont été frappés par des vagues MeToo, et ces femmes-là veulent que le MeToo arrive en politique parce qu'il y a encore trop, selon elles, de personnalités responsables, que ce soit au niveau politique, que ce soit aussi dans les cadres des partis politiques qui sont visés par des accusations de harcèlement sexuel et sexiste. Et ce qui est intéressant dans leur tribune, c'est qu'elle commence en disant que dans la campagne présidentielle qui est en train de s'ouvrir, il y a déjà 3 candidats ou pré-candidats qui sont visés, voire mis en examen pour des affaires de harcèlement ou de violences sexuelles et sexistes. Elles font référence sans les nommer à François Asselineau, donc le leader de l'UPR, qui a été mis en examen pour agression sexuelle. Elles font référence à Éric Zemmour, qui est visé par plusieurs accusations d'agression sexuelle parues dans les médias ces derniers temps, et également Jean Lassalle, qui souhaite être candidat à nouveau et qui lui aussi est accusé à de multiples reprises d'agression sexuelle. Vous trouvez ça révélateur, vous tous les trois, que 3 candidats dans cette pré-campagne soient visés par des accusations, ou finalement c'est à l'image de notre monde politique? Moi, ce que je trouve intéressant, Gaspard. surtout déjà pour commencer peut-être, c'est que les 3 candidats qui ont été visés sont tous des candidats pas hors parti, mais quand même c'est des petits candidats qui ne sont pas issus des grandes familles politiques. Alors, je ne sais pas, C'est vrai. est-ce qu'il y a une omerta sur les autres grandes familles? Également, ce qui serait intéressant de souligner, c'est que il y a pas mal d'articles qui l'ont mentionné, mais LREM et donc La République En Marche et la droite ont globalement pas signé cette tribune. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a cette absence particulièrement d'LREM quand on entend il y a une espèce d'incohérence avec la grande cause du quinquennat qui est soi-disant cette lutte
contre le harcèlement sexuel. Alors voilà, moi j'ai envie de mettre en avant déjà pour commencer ces deux points-là. Mais c'est vrai, tu as raison, j'avais pas noté que ces 3 candidats-là sont effectivement des candidats hors parti traditionnel, organisé, structuré, structurant. Jean Lassalle, il vient pas d'une formation traditionnelle, lui ? Jean Lassalle, ça a toujours été un petit élu indépendant des Pyrénées. Il était à l'UDF, je crois, quand il était, plus jeune. C'est pas une petite formation. Mais il est parti depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il est plus dans une organisation politique, Jean Lassalle. Et par ailleurs, ça fait longtemps qu'à l'Assemblée nationale, beaucoup de femmes savent qu'il ne faut pas prendre l'ascenseur avec lui. C'est aussi. C'est d'ailleurs, je pense que c'est ce que ces femmes-là veulent dénoncer aussi dans cette tribune. C'est que c'est des hommes dont tout le monde sait. C'est d'ailleurs le problème des révélations, quand on a des révélations sur des personnalités accusées d'agression sexuelle, et on l'a vécu récemment, encore une fois, avec Patrick Poivre-d'Arvor, par exemple, les témoignages qui s'accumulent sur tout le monde savait. Il se trouve qu'il y a des hommes dont tout le monde sait. Et Jean Lassalle en fait partie à l'Assemblée nationale. C'est sorti dans la presse, etc. Donc ouais, t'as raison, lui, il venait un peu de ça. Mais pour le coup, je sais pas. C'est marrant parce que ça pourrait presque donner l'idée qu'en fait, les prédateurs sexuels sont hors parti et que dans les partis, ça va mieux. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, ouais. Léa. Ouais, non, c'est pas le cas, non. Pour preuve, à chaque fois qu'il y a des cellules anti-harcèlement ou contre les violences qui sont mises en place au sein des partis, c'est après des scandales. Sinon, il se passe rien. Ouais, on a dû attendre le scandale. Les premiers ont été les Verts, d'ailleurs, après l'affaire Baupin. Ouais. Ensuite, il y a eu, à chaque fois, le PCF, ça a été un scandale. Le Parti Socialiste, ça a été un scandale. À chaque fois, il y a quelque chose qui vient éclabousser, en fait, l'image du parti pour qu'on vienne enfin se saisir de la question et se dire, là, quand même, il faut mettre en place une cellule qui sont pas toujours très efficaces par ailleurs. Même chose, à l'Assemblée nationale, au Sénat, on a dû attendre 2018 pour le Sénat, 2019 à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des cellules qui fonctionnent très très mal. Ce que tu appelles des cellules, on rappelle que ce sont du coup des réponses apportées par les organisations, des cellules d'écoute, de recueil des témoignages et de traitement, gestion de ces situations. Des cas, ouais, effectivement. Donc, et puis il y a un gros problème. Enfin, pour répondre à ta question initiale, là, on est enfin à un moment. MeToo, c'est 2016. Il faut remettre les choses un peu dans leur contexte quand même. Là, on est en 2021. Moi, ça fait des années que j'essaie de lancer un projet là-dessus, que j'en parle avec chères collaboratrices, avec plein d'autres personnes. Chères collaboratrices, c'est cette initiative lancée par des collaboratrices de députés à l'époque. Qui ont permis d'ailleurs la mise en place de la cellule anti-harcèlement à l'Assemblée. C'est grâce à elles. Elle n'est pas exactement dans la configuration qu'elles avaient voulu, mais enfin, bref. Ça, c'est un autre sujet. Et ça fait vraiment... Moi, ça fait 3 ans que j'essaie de pousser pour faire un projet là-dessus. Je voulais faire à la base un podcast. Et j'ai essayé de voir comment traiter cette question parce que je connais plein de gens depuis des années qui me rapportent des cas de harcèlement et de personnes qui sont très connues, qui sont encore en place aujourd'hui. Il y a une omerta qui est juste insupportable en fait. Après avoir écrit aussi le livre, je me suis beaucoup consacrée à cette question. J'ai passé beaucoup de temps sur cette question des violences en politique et plus particulièrement des violences sexuelles et sexistes. Et on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment c'est systémique. C'est vraiment systémique. Et il n'y a rien qui permet en fait aux femmes d'avoir un espèce de dialogue. Et de parole, en fait. Il y a un sujet aussi qui est intéressant, c'est de rappeler quand même que les formations politiques, pour se concentrer sur les partis, mettons en dehors les institutions qui sont un autre sujet, mais les partis politiques ont, entre autres rôles, la désignation de candidats pour les élections, pour soutenir le projet porté par le parti. Les partis politiques, en interne, sont des lieux de lutte, de pouvoir et d'influence. Or, des hommes qui se trouvent être des prédateurs sont à des postes de pouvoir et d'influence, notamment dans les commissions d'investiture, etc. Et donc, on se retrouve dans des situations où des femmes peuvent être empêchées d'avoir des progressions de leur carrière politique. Ça veut dire quoi, la progression d'une carrière politique? Ça veut dire obtenir une investiture, en fait. Pouvoir avoir l'étiquette du candidat, du parti, pour se présenter à une candidature. Et donc, on se retrouve dans des situations, effectivement, où des femmes sont à la merci d'hommes qui se trouvent être des prédateurs. Elles peinent à avoir des alliés, y compris parmi d'autres hommes, parce que des hommes sont en place depuis trop longtemps, etc. Et c'est important de rappeler que l'éthique en politique a aussi cette problématique-là, c'est que ce sont les partis, qu'on le veuille ou non, qui nous font l'offre politique. Et parfois, même les électeurs se retrouvent à pas avoir le choix, dans le sens où mon parti est représenté par cet homme-là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je vote pas pour le parti, alors que c'est quand même mon parti. Tu vois, ça va encore plus loin, parce que et là où tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental, qui pour moi, en fait, le problème principal, c'est qu'on a tendance à associer pouvoir et domination. Et plus particulièrement dans le champ politique. Et c'est quelque chose que tu remarques d'ailleurs. C'est des actes de domination quand on essaie de dominer quelqu'un et d'avoir ses faveurs sexuelles, etc. C'est vraiment de la domination. Et là où c'est vraiment très problématique aussi au sein des partis, et c'est pour ça d'ailleurs que typiquement Isabelle Attard, Sandrine Rousseau, etc. se sont écartés du parti pour dénoncer les actions de Denis Baupin, c'est parce qu'en fait, lorsqu'une femme veut parler sur ce qui est en train de se passer au sein de sa
famille politique, et ça peut être aussi au sein d'un groupe parlementaire, ou d'un groupe politique à l'Assemblée ou au Sénat, on a le sentiment qu'elle jette l'opprobre en fait sur la famille et qu'elle vient salir l'image et qu'on leur demande. Et c'est pour ça qu'on leur dit bon vas-y, ferme un peu ta gueule parce que tu vois ça pourrait finalement. Là, on est en campagne, c'est pas le moment. On est en campagne, c'est pas le moment, donc t'es bien sympa avec tes mains au cul, mais vas-y, c'est comme ça. Et c'est un vrai sujet et c'est valable pour plein de formations politiques et c'est aussi valable aussi dans la hiérarchie professionnelle. Ouais. Quand tu veux, parfois tu as l'impression que tu es obligé de passer par là. Et c'est terrible, hein, mais d'ailleurs c'est marrant. Ça veut dire passer à la casserole. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou alors te prendre une main au cul, que ça fait partie du. Et rigoler, et sourire. Et on dit bon bah ça va, c'est qu'une main au cul. Enfin, c'est vraiment compliqué. J'en avais discuté avec Sandrine Rousseau qui m'avait fait une comparaison assez intéressante des cours d'école. Les petites filles dans les cours d'école, elles traversent pas la cour. Parce qu'il y a les garçons qui jouent au foot. Elles frôlent les murs, ouais. Elles frôlent les murs parce qu'elles risquent de se prendre un ballon dans la gueule, de se faire engueuler, de se faire chahuter, de se faire bousculer. Elle disait en fait, le monde politique, c'est la même chose. Tu traverses l'espace des hommes. Donc bah oui, en fait, tu dois prendre le risque, en gros, de te retrouver dans une situation de violence et de domination. Et ça, c'est inacceptable, en fait. Il y a un truc que je trouve intéressant dans cette tribune MeToo politique, c'est que ces femmes politiques donc, qui ont initié cette tribune, j'ai l'impression qu'elles veulent décentrer le débat pour ne pas que tourner autour de la figure de Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur accusé d'agression sexuelle, qui est déjà en fait un objet d'affrontement politique entre la gauche et le gouvernement sur ce sujet. Et je trouve ça intéressant qu'elle décide de parler à tous les partis en disant attendez, il n'y a pas que Darmanin, vous allez tous nettoyer devant votre porte, on a un enjeu, on a un problème. Et l'autre truc que je trouve intéressant, et ça on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le tempo. Elles ont très bien compris, ces femmes politiques qui lancent cette tribune, que les partis sont en train aussi de faire un truc, là personne s'en rend compte, mais c'est les investitures pour les élections législatives. C'est en ce moment que c'est en train de se jouer. C'est là que les partis sont en train de négocier pour savoir qui va être candidat dans quelle circonscription. Je parle des élections de juin 2022, hein. C'est maintenant que c'est en train de se jouer. Et donc je trouve ça intéressant qu'elle n'ait pas attendu le lendemain de la présidentielle, qui aurait été trop tard, pour lancer cette tribune et pour tirer la sonnette de l'alarme. Il y a aussi un côté, les partis politiques, si vous investissez des hommes dont on sait qu'ils sont des agresseurs sexuels, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas au moment où vous aviez la possibilité de les sortir. Et ça, je trouve ça assez intéressant tactiquement de leur part, et elles ont raison, je pense. Usul ? Oui, c'est une question d'environnement. C'est-à-dire que la seule réponse à ça, en effet, la politique, c'est un monde d'hommes, ça a été très, très bien dit. Les femmes sont quand même arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu une féminisation quand même un petit peu, il y a eu la parité sous Jospin, mais ça avance doucement parce que tout le monde freine des quatre fers. La parité, on peut trouver des moyens quand même de la contourner. On peut payer les amendes, au pire, c'est pas grave. La droite fait ça quand même assez souvent. La gauche peut le faire aussi, y a pas de souci. On arrive à un truc où, en gros, ça n'est toujours pas féminisé autant que ça pourrait l'être. C'est-à-dire, on peut regarder l'Assemblée et se dire, ok, c'est bien 40% de femmes aujourd'hui, mais maintenant, regardons le vrai sommet de l'État. Là, c'est le boys club absolu. C'est Macron avec Köhler, avec Castex, avec etc. C'est un groupe de mecs, quoi. On l'a vu, les déjeuners aussi de la majorité, machin. Donc bon, ce qui fait que c'est eux qui ont le pouvoir. Et donc, c'est des questions de structurelles où tu te retrouves avec des gens qui dépendent du pouvoir d'autres, des femmes qui vont dépendre du pouvoir d'hommes au-dessus. C'est encore pire si on prend par exemple à l'Assemblée nationale un député en place, donc lui il a un poste, c'est bon, il a été investi, etc. Et il va travailler avec des femmes plus jeunes que lui. Et dont leur carrière à elles va dépendre aussi du bon traitement dont elles vont bénéficier ou non. Donc voilà, c'est vraiment structurel et c'est vrai que la seule solution aussi que je vois, c'est évidemment écarter les agresseurs, mais aussi la féminisation. C'est-à-dire comment on continue la féminisation. Il faut sortir des codes virilistes de l'exercice du pouvoir. Et d'ailleurs, on peut aussi se dire à l'inverse que tous ces comportements-là sont aussi des comportements qui visent à freiner la féminisation. Évidemment, c'est dissuader les femmes. Il y a leur dire c'est un milieu hostile en fait. Il y a un homme politique à l'étranger qui a été accusé d'agression sexuelle et qui a adopté une tactique face à ça très intéressante et très grave, c'est la revendication. Il s'agit de Donald Trump. Donald Trump, pendant la campagne, même de la campagne de la primaire, si je me souviens bien, des affaires sont sorties, pour ne pas dire ressorties, du comportement qu'il a eu avec des femmes pendant toute sa carrière publique, en réalité, qui a duré des décennies. Et rappelez-vous, c'était le moment où il a assumé, en souriant et en riant en meeting, en disant « je les attraperai par la chatte ». Vous vous souvenez de cette grave C'était un moment intéressant où il en a fait une force, un truc de « regardez-moi, je suis un bonhomme, je les attrape dans un coin, les femmes ». Et ça faisait rire ses partisans, etc. En France,
Je n'ai pas l'impression qu'aucun de ces 3 candidats n'en fasse une force. Pour autant, il y a quand même Éric Zemmour, qui a écrit un livre entier sur le rapport entre les hommes et les femmes, qui s'appelle Le Premier Sexe, qui est sorti en je ne sais plus quelle année, dans lequel Éric Zemmour développe toute sa théorie il me semble que c'est lui qui est le plus susceptible, en effet, d'adopter cette stratégie-là. Je ne l'ai pas encore entendu le faire. Est-ce que ça viendra? Parce que c'était un élément central quand même de Donald Trump, le truc. Regardez tous ces bien-pensants de Washington qui veulent me reprocher des comportements, alors que moi je les revendique et je vous emmerde. J'ai pas encore entendu Zemmour faire ça. Peut-être qu'il le fera. Non, tu penses pas, Léa? Non, je pense pas, parce qu'en fait, Zemmour, et c'est la stratégie de l'extrême droite, au-delà de la domination masculine, de la promotion de la virilité, notamment en politique, parce que Thaïs Descuffon, typiquement de Génération Identitaire, a fait une vidéo YouTube sur la place des femmes en politique, que je vous invite quand même à regarder, que moi j'ai décortiqué pour l'écriture du bouquin, où elle dit, bon, c'est vrai qu'il y a plus de femmes en politique, alors est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est pas une bonne chose? Et là, elle en vient à citer justement ce livre de Zemmour et de sa théorie, en disant, alors c'est vraiment pas une bonne chose en fait, parce que ça veut dire que la politique est en train de se vider de sa virilité, et que les hommes doivent absolument revenir en politique. Donc moi, en gros, je suis là pour les alerter. C'est mon rôle, mais revenez, on a besoin de vous. Donc il s'inscrit dans cette démarche-là. Et en fait, la stratégie de l'extrême droite et d'Éric Zemmour plus particulièrement aussi, c'est de dire que c'est l'autre en fait, que c'est l'étranger qui est en fait une menace pour la femme. Donc en fait, les hommes français sont là pour en fait protéger les femmes, et c'est leur rôle. Donc je ne pense pas qu'il en viendra à ce niveau de mépris aussi affirmé que pourrait le faire un Donald Trump. Moi, je vois plus un Jean Lassalle faire ça. T'as raison. D'autant plus que elle mérite bien une bonne main au cul, celle-là. D'autant plus qu'il a un problème d'électorat à cet égard. Ça a été un des grands enjeux aussi de la candidature de Marine Le Pen à l'époque. Les femmes votaient peu pour Jean-Marie Le Pen. Vraiment, les femmes en tant qu'électrices. C'est Marine Le Pen qui a réussi à féminiser un petit peu le vote à l'extrême droite, qui était jusque-là en effet un vote très viril aussi. Zemmour a le même problème. Les femmes n'ont pas très envie de voter Zemmour a priori, et il me semble avoir lu, je ne sais plus où, qu'il était plutôt parti pour mettre un peu le mollo sur les sorties misogynes. Bien sûr. Mais surtout que finalement, les femmes votent pour Marine Le Pen. Elles ont plus voté pour Marine Le Pen que les hommes à la dernière présidentielle. Donc ça, c'est un peu inquiétant. En tout cas, on suivra la progression de cette campagne MeToo politique. Donc je vous rappelle le site si vous souhaitez soit signer la pétition, soit témoigner, soit vous engager. C'est metoopolitique.fr. Deuxième sujet de la semaine qu'on voulait aborder ensemble, les amis. Il s'agit de cette crise grave, crise des réfugiés, crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, qui vient s'inviter dans l'agenda européen déjà chargé sur fond de Covid et de relance économique. La situation humanitaire est absolument terrible. On parle de plus de 4000 réfugiés qui seraient en train de se masser à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ce sont des migrants qui viennent pour l'essentiel de la Syrie et des populations kurdes également. Le froid est absolument glacial. Il y a une humidité terrible. Vous voyez les images. Ils n'ont pas à bouffer, ils n'ont pas d'eau. C'est absolument terrifiant. Il y a déjà eu 10 morts parmi les migrants. Au Bas-mot, oui. L'état d'urgence a été déclaré par le gouvernement polonais. L'accès pour les ONG et pour les journalistes est absolument impossible. Cette crise des migrants est en fait en train d'arriver à son paroxysme. Elle trouve ses racines dans la contestation par l'Union européenne du processus électoral qui a vu le président Loukachenko se maintenir au pouvoir alors même qu'il n'avait pas gagné l'élection, pour faire simple, dans son pays, la Biélorussie. Loukachenko est un dictateur qui est sous la coupe de Vladimir Poutine, ce qui ne fait de secret pour personne. Et donc on a une lutte d'influence entre l'Union européenne et Vladimir Poutine indirectement autour de cette question des migrants. L'Union européenne a annoncé une nouvelle salve de sanctions contre Loukachenko suite à celle qui avait déjà été prise en 2020 après son simili coup d'État. Même si on a appris hier qu'un certain nombre de coups de téléphone ont eu lieu entre Loukachenko et Angela Merkel, où un dialogue semble être en cours de se mettre en place. Loukachenko a revendiqué qu'une négociation était en cours avec l'Union européenne. Berlin a temporisé en disant non, on négocie pas, on est juste en train d'essayer de trouver des solutions techniques pour l'accès aux ONG. N'empêche que l'Union européenne est une nouvelle fois au pied du mur. Une nouvelle fois, ça fait référence évidemment à la crise des migrants de 2015. Sauf que là, le contexte est quand même un peu différent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, pour le coup, à la différence de 2015, on était post-printemps arabe et c'était des réfugiés syriens qui venaient se réfugier en Grèce, enfin qui arrivaient par la Grèce pour arriver en Europe. Là, on est dans une instrumentalisation politique quand même, c'est pas rien. C'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que là, il y a eu Loukachenko qui s'est dit bon, comment je peux emmerder les Européens, quoi. Le mec avait pas des migrants chez lui.
il envoie des avions pour faire venir des gens en Biélorussie en leur faisant miroiter un passage éventuel vers la Pologne ou l'Allemagne après. Et voilà, il fait venir des milliers de personnes, du Kurdistan irakien. Il y a des gens qui viennent du Liban, il y a des gens qui viennent d'autres situations de crise. J'ai lu des témoignages parce qu'en effet, c'est difficile d'avoir des infos parce qu'ils laissent pas venir les journalistes sur la zone. Donc pour avoir des infos, les journalistes qui travaillent sont obligés de passer par des contacts sur le téléphone. Voilà, donc on a des témoignages, des bribes de témoignages, des gens qui d'un coup ne répondent plus. On ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est très très difficile. Mais bon, on sait quand même que c'est des gens auxquels on a fait miroiter l'arrivée dans l'Union européenne au bout d'un moment. Et c'est génial parce qu'il a compris, Loukachenko, comment nous emmerder. C'est plus que ça, sinon c'est pas seulement nous emmerder. Moi je pense que Loukachenko, il a réussi son pari parce qu'il a eu des coups de téléphone avec Angela Merkel herself. C'est-à-dire que je rappelle quand même que Loukachenko, son élection n'avait pas été reconnue par les pays de l'Union européenne. Et là, il a une ligne directe. Il a gagné en fait. Il s'est dit, tiens, les Européens, qu'est-ce qui... Ah c'est des racistes. Je vais leur envoyer, je vais aller chercher moi-même des gens au Moyen-Orient, machin, et je leur envoie ça, et ils vont réagir. Oui, parce qu'ils se disaient, regarde, il lui parle à Erdogan, qui pourtant lui aussi, il y a des sujets de tension avec Erdogan en Turquie. Alors on va rappeler, parce que justement tu parles d'Erdogan, qu'en 2015, la grave crise qui a eu lieu sur la question des migrations a vu des centaines de milliers de migrants se presser aux portes de l'Europe, fuyant l'horreur en Syrie. Et à l'époque, ça avait été une crise intéressante puisqu'elle avait donné naissance à une politique coordonnée pour le coup européenne d'accueil des migrants, et surtout à un accord entre l'Union européenne et Erdogan, moyennant 6 milliards d'euros quand même, versés à Erdogan par l'Union européenne pour que la Turquie contrôle mieux ses frontières, et notamment la mise à l'eau des embarcations. Loukachenko, j'ai l'impression qu'il a compris qu'il y avait moyen de se faire du pognon et d'avoir de l'influence politique. La question, c'est aussi, est-ce que c'est Loukachenko, talon d'Achille, quoi. Il a trouvé un talon d'Achille à l'Union européenne, ce qui du coup force une fois de plus l'Union européenne à essayer de trouver une réponse coordonnée. Je n'ai pas l'impression de voir pour l'instant de la part des hauts responsables européens de divergences profondes. J'ai l'impression qu'il y a une unité européenne pour condamner Loukachenko, pour remettre des sanctions encore une fois par-dessus, pour aussi tenser un petit peu Vladimir Poutine et pas le laisser s'en tirer à bon compte. Mais pour autant, voilà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout que ce que je constate encore une fois, c'est qu'on parle de 4000 personnes au moins, qui sont effectivement instrumentalisées et qui sont face à une superpuissance qu'est l'Union européenne, parce que l'Union européenne, en tant que personnalité morale, en tant que puissance mondiale, a quand même un poids politique et géopolitique très important. Et ces personnes sont complètement délaissées, en fait. C'est-à-dire que la responsabilité des États européens dans l'accueil de 4000 personnes, je veux dire, c'est rien, quoi. C'est rien. Il n'y en a qu'une seule qui a proposé de faire un corridor humanitaire, c'est Angela Merkel, pour pouvoir accueillir 2000 de ces personnes en Allemagne. Aujourd'hui, on est une des principales puissances mondiales lorsqu'on coordonne tous nos pays. Il y a 12 pays de l'Union européenne qui parlent de monter un mur par rapport aux frontières extérieures. Je veux dire, ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire... On est dans une situation où il n'y a pas de crise migratoire. C'est pas ça. Hein. On n'est pas face à une espèce de... Quand on parle de crise migratoire, je pense que faut le prendre avec des pincettes, parce qu'en fait, les flux migratoires sont en train de diminuer année après année depuis 2015. Aujourd'hui, en 2020, ils ont même diminué de 13% par rapport à 2019 pour atteindre à peu près 145 000 passages de frontières considérés comme étant illégaux. C'est peanuts. C'est-à-dire que vraiment, on est en train de mettre des projecteurs sur un soi-disant problème qui n'en est pas un. Tu veux les accueillir chez toi, Léa ? Bah ouais. En fait. Ils disent ça, les débiles dans le chat. Le problème, la crise, elle est ailleurs, en fait. La crise, elle est en Méditerranée. C'est les centaines de personnes qui sont déjà mortes en essayant de traverser la Méditerranée et d'autres mers. Méditerranée, c'était 2015 voilà, donc notamment. J'aimerais bien aussi qu'on insiste là-dessus. C'est-à-dire que l'Europe, en tant que concert des nations humanistes, soi-disant, n'est pas en capacité aujourd'hui à venir au secours de 4000 personnes. Voilà. Ouais. C'est ça que je constate, et ça me fait profondément chier. Il y a une raison, ils ont peur de l'opinion publique, en fait. Justement, on va en parler après, mais d'abord, Gaspard, tu voulais réagir ? Ouais, non, moi je trouve ça, comme vous, absolument morbide. C'est une utilisation d'êtres humains, littéralement, à des fins politiques. C'est affreux. Moi, j'aimerais aussi peut-être dire un mot peut-être sur la Russie et le rôle de la Russie qu'on ignore un peu, en tout cas qu'on
tend à deviner à certains moments. Il y a Poutine et Macron qui se sont appelés. Il y a eu qui se sont accordés sur une désescalade, c'est le mot qui est utilisé par l'Élysée. Et en fait, c'est ce double dialogue, cette position hyper ambiguë de la Russie. Le mercredi 10 novembre, le Kremlin s'inquiétait de la catastrophe humanitaire qui se prépare, et 2 jours plus tard, on apprend que les troupes russes et biélorusses mènent conjointement des exercices près de la frontière avec la Pologne comme un espèce de coup de pression. Oui, pour moi, ce que j'en ai lu en tout cas, c'est que c'est un espèce de coup de pression, une volonté peut-être aussi, on peut voir ça, de Vladimir Poutine d'essayer avec l'allié biélorusse de montrer toute la faiblesse de la bureaucratie et de la lenteur de l'Union européenne pour réagir là-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est que la construction européenne, depuis une quinzaine d'années maintenant, avance à coup de crise, essentiellement d'ailleurs dans des domaines qui ne sont pas des compétences de l'Union européenne. C'est ça le drame. Le Covid, c'était le cas. La coordination sanitaire d'urgence, ça n'a jamais été une compétence de l'Union européenne, et ça l'est devenu du jour au lendemain parce que pas trop le choix. La relance économique, c'est davantage une compétence européenne, même si l'emprunt, ça reste une nouveauté. La question de la gestion des flux migratoires jusqu'en 2015 n'était pas du tout une compétence européenne. L'agence Frontex, à l'époque, c'était juste de la coordination, et de temps en temps une petite tête logistique sur 2-3 points de passage, etc. Mais je trouve ça intéressant de voir que l'Union européenne, à chaque fois, elle est dos au mur et elle doit se réinventer, elle doit fabriquer l'unité. Ceci étant, tu as dit un truc intéressant, Usul, c'est que Loukachenko et à travers lui Poutine ont aussi parfaitement compris quelque chose, c'est la déstabilisation en période électorale. Est-ce que vous pensez, je sais pas, mais est-ce que vous pensez qu'il joue aussi avec les élections françaises ? Les élections allemandes, c'est passé. C'est bon, nouvelle coalition, on le sait, c'est parti pour 4 ans. Les élections françaises, est-ce que tu penses qu'il y a cet aspect-là ? Tu penses Non, pas je pense pas. Par contre, en effet, faire chier l'Europe autant que possible, jouer sur les tensions internes aussi en Europe. Je veux dire, la stratégie de Poutine, c'est celle du chaos. Plus il peut nous emmerder, plus il peut faire monter les pôles radicaux chez nous, peu importe lesquels, mais l'extrême droite, ça marche bien. Ils peuvent prêter de l'argent, ils peuvent aider comme ils peuvent. Ils ont RT News chez nous, etc. Où ils laissent quand même micro ouvert aussi à pas mal de gens dans ce genre-là. Mais pour ce qui est de la Pologne, par exemple, la Pologne, là, qui est en train qui est un régime qui est quand même pas mal à droite aussi, qui est revenu sur le droit à l'avortement, etc. Il y a quelques régimes, là, comme ça, en Europe, qui ont complètement vrillé à l'extrême droite. Et la question que ça nous pose à nous, c'est en fait, on veut être quelle Europe ? Est-ce qu'on veut être cette Europe-là, avec ces gens-là ? Avec cette Europe qui laisse crever les migrants en mer. En fait, c'est quoi le projet européen ? Ça sert à quoi ? Parce qu'on parle l'armée biélorusse, là, repousse en effet les exilés près de la frontière. Mais elle fait quoi, l'armée polonaise ? Elle fait pareil, elle leur met des roustes. Déployer 15 000 personnes. Ceci étant, je elle fait pas que bloquer. Je comprends ce que tu dis. J'ai du mal à en vouloir à la Pologne quand même de ne pas vouloir accepter ce chantage de Loukachenko. Tu vois, je vois ce que tu veux dire et tu as raison, mais... C'est que ça reste un chantage de Loukachenko, tu vois, tu peux pas, c'est difficile de juste ouvrir les frontières en disant à Loukachenko, en fait, il a raison de faire ça. C'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que tu dis. Non, je dis pas Loukachenko, il a raison de faire ça. Je dis on est quelle Europe ? En effet, comme l'a dit Léa, 4000 personnes. Moi, je dis très bien, on prend les 4000 personnes. En plus, c'est des gens qui fuient leur pays pour faire quelque chose. Ils vont travailler, ils vont faire des trucs. On accueille 4000 personnes, il n'y a aucun problème. On l'a fait en 2015 avec une clé de répartition. Il y avait plus de monde. Beaucoup plus de monde. L'Allemagne a accueilli 1,2 million de personnes en 2015. Et puis, si Loukachenko, il a envie de réaffréter des avions, parce que ça lui allait du côté du pognon aussi, il réaffrétera des avions, il aura bien l'air con, on va accueillir encore. Mais on peut pas faire ça parce qu'on a des régimes d'extrême droite aussi en Europe, avec des opinions publiques qui sont de plus en plus radicalisées à l'extrême droite. Absolument. Qui font qu'il n'y a aucun dirigeant qui a un courage politique nécessaire. Sauf Merkel. Merkel, ça lui a coûté. Ça lui a coûté un petit peu. Merkel, elle est bientôt plus là, encore une fois. Attendez, le risque d'extrême droite aussi, c'est aussi... alors je sais plus, j'en avais parlé dans Ouvrez les guillemets, je sais plus s'il était président de Länder ou je sais pas quoi, un mec de droite, machin, qui avait soutenu la politique de Merkel, il s'est fait assassiner par un militant d'extrême droite. La violence d'ultra-droite en Europe est aussi en train de monter. Je veux dire, par rapport à ces dernières années, c'est même une multiplication. Donc c'est des risques très physiques que vont prendre aussi les gouvernements, les hommes politiques, les femmes politiques qui vont avoir le courage de prendre les décisions. Ils voient bien qu'en fait là on est pris dans des contradictions identitaires, nos trucs. Là, l'Europe, si c'est un projet identitaire, c'est plus l'Europe, c'est autre chose, quoi. Non mais je vois ce que tu veux dire. À la base on gueulait parce que c'était juste un marché unique, machin. Là on aimerait bien que ce soit au moins un marché unique, mais juste ça. C'est vrai que si en plus ça devient un projet identitaire dégueulasse, excluant et qui laisse les gens en mer.
tu disais, c'est pas dans la compétence de l'Union européenne que de gérer les frontières, etc. Mais c'est quand même dans la compétence de l'Union européenne que de respecter la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et si on va encore plus loin, c'est aussi de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne que de faire en sorte que les États respectent cette charte des droits fondamentaux. Par ailleurs, il y a aussi le Conseil de l'Europe, qui est donc la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, qui est aussi, qui d'ailleurs s'applique à d'autres pays, qui sont au-delà de l'Union européenne. Donc c'est aussi cette responsabilité-là qu'on a que de faire respecter les droits humain, en fait. Et tu soulignes exactement le problème. Le vrai problème qu'a l'Union européenne, justement, depuis le plan de relance, c'est la conditionnalité au respect des droits de l'homme de l'aide européenne. Et on est en plein dans le sujet. On est justement en plein dans le sujet. Donc tu sens effectivement qu'il y a une tension géopolitique qui dépasse très largement la seule frontière entre la Pologne et la Biélorussie. On est dans un mouvement de tension. On est un Vladimir Poutine qui teste l'Europe, qui teste la nouvelle coalition allemande aussi, qui teste Emmanuel Macron en fin de son quinquennat et qui se rend bien compte que, voilà. Gaspard, dernier mot et ensuite on enchaîne. Sur Emmanuel Macron, ce qui est hyper attendu aussi, c'est sa réaction, parce que fin octobre, il dit c'est contraire aux valeurs européennes de construire un mur, qu'il s'y opposerait, qu'il s'y refuserait. Et il y a 3 jours, il y a Gabriel Attal, son porte-parole quand même sur France Inter, qui dit il n'a pas dit qu'il était pour, il n'a pas dit qu'il était contre. Et donc la position d'Emmanuel Macron actuellement sur la question de la souveraineté, mais aussi les questions européennes, elles sont hyper attendues parce que dans un débat présidentiel qui se droitise et où la question de la souveraineté et la question de l'Europe est vraiment au cœur du débat, c'est intéressant et on attend de voir comment il va se positionner. Et qui c'est qui préside l'Union européenne à partir de janvier? Macron. Allez, hop, on suivra ça de près. Merci à tous les 3. On va passer aux cartes blanches. C'est parti pour les cartes blanches. Ah oui. Alors les cartes blanches, comme chaque semaine les amis, je vous propose, chroniqueurs et chroniqueuses, de nous dire un mot, un coup de cœur, un coup de gueule, un truc que vous avez envie de dire. On commence par toi Léa, au hasard. Allez, ça part. Allez, moi je voulais vous parler de la série The Loudest Voice. The Loudest Voice. Yeah. La voix la plus forte, c'est ça, qui a été diffusée sur Netflix en 2019 de mémoire. C'est une série qui en fait retrace l'émergence et la création de Fox News par le monsieur vous voyez là, qui s'appelle Roger Ailes, et qui montre aussi l'importance de Fox News dans la gestion de l'opinion publique, notamment au moment de la guerre, de l'invasion par les États-Unis de l'Irak au lendemain du 11 septembre, et aussi dans l'émergence et le soutien à la candidature de Donald Trump. Je vous invite aussi à faire, lorsque vous regarderez cette série, un parallèle avec ce qui est en train de se passer actuellement sur Fox News. Sur CNews. Oh là là, le lapsus révélateur. Voilà, j'ai trouvé ça très... ça se regarde super bien, c'est archi bien produit. C'est des petits épisodes qui se mettent vraiment bien. Et on voit vraiment l'importance de la machine médiatique, notamment dans une campagne présidentielle. Ouais. Et ça questionne aussi la question de l'indépendance des médias. Donc, ça a été créé en quelle année, Fox News? C'était les années 2000 ou 90? C'était fin 90? Oula, non, c'était bien avant ça? C'était plutôt 90, de mémoire. Ok. Attends, je vais regarder pendant quelle période? Parce que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, CNews est une chaîne américaine conservatrice, historique. Fox News, pardon. Ouais. Décidément. Non, mais le parallèle est très gros. Mais voilà, donc Fox News est une chaîne d'information continue, comme on dirait en français, même si aux États-Unis c'est un peu différent. 1996, donc conservatrice, bien connue, qui bien avant d'autres d'ailleurs s'était lancée dans un discours conservateur et très ancré à l'extrême droite américaine, avant de se faire dépasser bien plus tard par d'autres médias sur Internet et tout. Mais donc, ok, d'accord. Merci pour cette recommandation, Léa, de série. Avec plaisir. Gaspard, on enchaîne avec toi? Moi, les amis, je voulais vous parler d'un homme politique. En tout cas, est-ce que c'est un homme politique? Je ne sais pas. Je voulais vous parler du dernier album d'Orelsan. En tout cas, c'est la dernière chanson qu'il a sortie, qui est pour le coup très politique. On se souvient, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'imagine que oui, de Saint-Valentin et Sale pute à l'époque, en 2007, qui avait fait l'objet de nombreux débats jusqu'à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est retracé dans l'excellent documentaire qui a sur lui en 6 épisodes sur Amazon Prime. Et donc, il avait été poursuivi pendant de longues années pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à cause de ces textes de l'époque qui étaient franchement très hardcore. Et là, Orelsan revient pour un 4e album solo. Et il y a un son teaser qui est sorti il y a quelques jours, comme à l'époque de son album La fête est finie avec Basique. Et donc, on a découvert par surprise L'odeur de l'essence, qui est un titre qui est infiniment politique. Début du clip, on revoit ceux qui sont devenus des personnages de série, Scred,
Ablaï et Clément, le frère d'Orelsan. Et dans ce premier son, si Orelsan nous a habitués pendant un temps à faire preuve de beaucoup d'humour, d'autodérision, etc., ici, c'est pas du tout le cas. On sent un type hyper engagé, hyper sérieux, on l'a vu sur les extraits, loin de l'époque du galérien un peu nonchalant. Et on se souvient quand même de son titre qui s'appelait Suicide social à l'époque, qui était déjà très engagé. Ici, Orelsan dénonce les travers de la société, la montée de l'extrême droite, les conservatismes, la crise des gilets jaunes, les dérives de la politique, le racisme, les inégalités. Il fait même référence à un moment à l'urgence climatique. Il dit la génération Z parce que c'est la dernière. Donc bref, l'album s'appelle Civilisation, il sort demain et il dénonce cette société qui est arrivée à bout de souffle de l'emballement médiatique dans une période qui n'est pas du tout anodine puisque on est en plein présidentiel, ça ne nous aura pas échappé. Donc voilà, je voulais parler de ce son qui est infiniment politique. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion pour moi de poncer un nouveau son, un son en bossant, en prétextant justement le fait de devoir travailler et de bénéficier de ce son-là. Moi, ça m'a rappelé, j'ai fait un tweet, ça m'a rappelé Brûle de Sniper en 2006. Ah ouais. Ceux qui s'en souviennent, Sniper était un groupe de rap à l'époque très très en vogue. Et 2006, c'était dans la foulée des émeutes en banlieue. C'était au moment où Nicolas Sarkozy montait dans les sondages sur fond de lutte contre les racailles, l'insécurité, les banlieues, etc. Et donc, ils avaient sorti un son et un clip qui s'appelait Brûle et qui en fait invitait les jeunes à voter. C'était ça finit par en 2007 voter. Et ça m'a un peu fait penser à ça, Orelsan, en plus calme quand même. Ouais, bon, après, le couplet du milieu, il renvoie un peu dos à dos. C'est un peu. Il y a les extrêmes droites, et puis il dit les extrêmes, par exemple. Ouais. Il dit d'un côté, il y a les fachos, de l'autre côté, il y a les déconstruits, et tout le monde se parle plus, personne s'écoute, machin, tout ça. Bon, c'est un peu truc. Enfin bon. Mais à un moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les syndicats de police vont répondre. À un moment, il dit on donne des armes à des Mongols en montrant des policiers. Je me demande ce qu'a à dire Alliance là-dessus ou si voilà, on va voir. On va voir si on peut plus rien dire ou si Orelsan lui peut dire plus de trucs que d'autres que si c'était un rappeur pas blanc par exemple. On va voir. Non, le suspense est intégral. Ok, merci en tout cas Gaspard pour cette carte blanche. On continue avec toi Usul. Ouais, moi je parlais d'une tribune, une tribune qui a été signée par beaucoup d'organes de presse qui s'appelle donc c'est Stop aux menaces de l'extrême droite visant les journalistes. Dans le contexte de la présidentielle, il y a une photo qui a beaucoup tourné évidemment, c'est celle de Éric Zemmour avec un fusil de sniper qui le pointe sur un journaliste. Ça, c'est un symbole. Mais derrière ça, c'est aussi des conditions de travail qui se sont vraiment dégradées pour des journalistes qui suivraient l'extrême droite en particulier. Vous savez, dans tous les médias, il y a des gens qui sont spécialisés sur un sujet, il y a des gens qui sont dans une rubrique, etc. Par exemple, Lucie Delaporte, qui à Mediapart travaille sur l'extrême droite, elle, à la base, on lui dit t'es sur l'extrême droite, elle part sur Marine Le Pen, etc. Et puis au bout d'un moment, elle se dit il y a toute une galaxie, Papacito, machin, tout ça, je veux faire un article là-dessus. Et derrière, elle s'est fait démolir. C'était parti pour des mois de harcèlement, où ils ont cherché des photos d'elle, ils l'ont insultée, il y avait un appel, des trucs vraiment dégradants, alors qu'elle était pas prête, quoi. Et pour les journalistes qui travaillent sur l'extrême droite, ça commence à devenir très très compliqué. Les menaces se multiplient et surtout, vient de paraître ce soir. Au moment où je vous parle, ou à peu près, un parti pris de Stéphane Aliès et Karine Fouteau, qui sont à la tête de la rédaction de Mediapart. Je me disais bien que c'était Mediapart. Et oui. Oui, mais bon, attends, l'appel, la tribune, il y a tout le monde qui a signé, jusqu'à l'AFP, etc. Okay. La tribune, c'est 25 rédactions différentes. Alors évidemment, il n'y a pas CNews, il n'y a pas Europe 1, qui eux n'ont pas trop de problèmes. Non, il n'y a pas Valeurs Actuelles. Mais il y a... Est-ce qu'il y a l'Express ? Vraie question. Je sais plus. Tu veux que j'aille voir ? Attends, parce que j'allais parler du coup de l'article qui vient de sortir, donc de Stéphane Aliès et Karine Fouteau, qui eux disent, les journalistes face à l'extrême droite, les déplorables effets du laisser-faire macroniste. Est-ce qu'à un moment... Pourquoi Macron il se prend un tir là ? Je comprends pas. Parce que, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un discours, quoi ? Juste pour dire, oui, en effet, ça commence à devenir difficile, là. Mais de la part de Macron ? De la part de Darmanin, j'en sais rien, de qui que ce soit. De dire que la liberté de la presse, c'est quand même une condition sine qua non pour être en démocratie. Oui, en fait. Pour une démocratie saine. Et des journalistes qui se font menacer, normalement, ce serait en Russie, on serait choqués. Des journalistes qui se font menacer chez nous, on n'est pas choqués, le gouvernement n'intervient pas, etc. Bon, voilà. Après, j'ai pas lu l'article encore, donc j'anticipe un peu. Mais bon, voilà. Lisez en tout cas cette tribune, elle a été pas mal relayée. Et j'y souscris tout à fait. Okay. Moi qui travaille pas mal aussi sur ce sujet. Oui, merci et bon courage à toi. Merci beaucoup tous les trois pour vos cartes blanches. Merci à tous ces